Aujourd'hui, on va se focaliser sur le premier point de la méthodologie éco-école, qui est réunir l'éco-comité, c'est-à-dire qu'il s'agit de piloter et de suivre collectivement le projet. Petite précision également, on s'appuie dans le cadre de ce webinaire sur notre expertise éco-école et sur la méthodologie éco-école, mais bien sûr, cette méthodologie est adaptable à toute démarche de DD en milieu scolaire, qu'il s'agisse d'un projet éco-école en vue d'une labellisation éco-école ou d'un projet de DD en général. Cette présentation va se dérouler en 4 points. Un premier point pour vous présenter vraiment ce qu'est un comité de pilotage, comment il fonctionne, quelles sont ses missions. Un deuxième point pour échanger, pour vous permettre d'échanger des bonnes pratiques sur la gestion de ce comité de pilotage, comment on organise les réunions, comment on fait pour mobiliser les gens dans ces réunions et pour maintenir la mobilisation tout au long de l'année. On fera un petit point ensuite rapidement sur les critères de labellisation avec un focus sur les niveaux bronze et argent, qui sont les niveaux qui sont les plus accessibles en général pour des établissements qui se lancent dans la démarche pour la première fois. Et enfin, on vous présentera les différents outils qu'Éco-École a développés pour vous accompagner dans le pilotage de votre projet. Et suite à cette présentation, on aura un petit temps de questions-réponses pour vous permettre d'avoir des éléments pour vous accompagner sur vos projets respectifs. Donc, le pilotage du projet est assuré par un comité de pilotage ou souvent appelé un COPIL. Chez nous, chez Éco-École, on appelle ça un éco-comité. Le comité de pilotage va se réunir régulièrement tout au long de l'année pour piloter et suivre les différentes étapes du projet. Il a pour cela deux missions principales. Il va d'une part définir les grandes orientations du projet en prenant des décisions de façon collective. Donc, il va pouvoir se positionner sur le choix de la thématique de travail principale, sélectionner les actions qui vont être mises en œuvre, décider quels moyens vont être alloués à quelle action, etc., etc. Il va également être chargé d'assurer le suivi du projet, c'est-à-dire qu'il va pouvoir planifier les différentes étapes du projet, pouvoir suivre le déroulement des actions, allouer telle ou telle personne à telle ou telle action et également faire le bilan de ce qui a marché, de ce qui a moins bien marché, de ce qu'on souhaite reconduire et préparer l'année suivante, le choix de la thématique de l'année suivante, etc. Ce comité de pilotage va être principalement composé de personnes de l'établissement scolaire. Donc, en fait, au début, on a souvent un nombre restreint de personnes qui vont s'impliquer dans le projet d'éducation et développement durable. Donc, c'est souvent un petit groupe de personnes extrêmement motivées, des éco-délégués, quelques enseignants, personnel de direction. Et puis, en fait, après, au fil du temps, on encourage les établissements scolaires à impliquer de plus en plus de personnes pour venir enrichir votre démarche. Donc, vous pouvez inviter davantage d'élèves, des élèves de niveaux différents, pas uniquement des éco-délégués. D'ailleurs, ça peut être des élèves qui sont volontaires et qui n'ont pas forcément été élus. D'autres personnels enseignants, puisque c'est important qu'il n'y ait pas seulement un ou deux enseignants qui viennent s'impliquer dans le projet et dans les décisions, mais qu'il y ait aussi une vision un petit peu transdisciplinaire. Inviter les personnels de direction qui vont avoir un poids décisionnaire aussi assez important. Ça peut être des personnels de vie scolaire, des personnels techniques. Et en plus de ces personnes qui sont propres à l'établissement scolaire, vous pouvez également inviter des personnes extérieures. Vous pouvez inviter des parents d'élèves, qu'ils soient élus ou non, des personnels du périscolaire, et ça peut être aussi pour vous élargir un petit peu la démarche sur votre territoire, des personnes d'associations locales, personnels de collectivités, par exemple, vous pouvez inviter des personnels de mairie, inviter des personnes référentes de votre académie, du département, de la région, etc. Et en fait, toutes ces personnes vont pouvoir venir enrichir les décisions qui sont prises en venant apporter chacune un point de vue différent. Cette composition de comité de pilotage n'est pas figée dans le temps, comme je vous l'ai dit, elle peut évoluer, s'étoffer, etc. Mais ça peut aussi être modulé d'une réunion à l'autre
Par exemple, si pour votre première année, vous décidez de travailler sur la thématique des déchets, vous pouvez, au moment de la réunion où vous allez travailler sur votre diagnostic, inviter une association de gestion des déchets que vous ne réinviterez peut-être pas l'année suivante si l'année d'après, vous décidez de travailler sur la thématique des solidarités. Et donc, vous choisissez selon les expertises dont vous avez besoin, les personnes que vous voulez inviter dans le projet. Alors, en termes d'implication des élèves et d'intérêt pédagogique, donc les élèves, ils peuvent tout à fait participer activement aux réunions de pilotage, donc notamment en partageant leurs idées, en donnant leurs avis et en prenant part aux décisions. Donc ça va encore plus les motiver, le fait de contribuer aux différentes étapes du projet et donc de pouvoir participer aux différentes réunions de pilotage qui vont avoir lieu tout au long de l'année. Ils vont également développer des compétences puisque ces compétences-là, elles vont notamment, celles que vous voyez à l'écran, elles sont visées par le référentiel de compétences EDD élaboré par le ministère de l'Éducation nationale, donc qui est s'inscrire dans un mode d'action collectif et coopératif par l'écoute, le dialogue, le débat argumenté et la conduite de projets. Et ils vont avoir ce rôle assez important qui est celui d'ambassadeur, donc notamment de représenter leurs camarades lors des réunions. Donc, ils vont pouvoir tout simplement refaire remonter les idées, les besoins qui ont été transmises par leurs pairs. Ils vont pouvoir en plus aussi donc transmettre ce qui a été dit pendant ces réunions de pilotage à leurs camarades et voir ensemble au niveau des informations sur le projet quelles décisions ont été prises, quelles sont les prochaines étapes, etc. Ils peuvent aussi donc contribuer à la sensibilisation des autres élèves, voire du personnel, des fois de l'établissement scolaire, et inviter d'autres personnes à rejoindre le projet. Donc, on est conscient également que l'implication des élèves ne va pas être le même selon le niveau, et ça concerne notamment les élèves de maternelle où dans le pilotage, ils ne vont pas pouvoir avoir le même degré d'implication que des élèves notamment du secondaire. Donc, pour nous, il n'y a pas de souci, par exemple, s'ils participent plutôt indirectement que directement aux réunions qui ont souvent lieu en plus soit sur des temps, le temps méridien ou après les heures de cours après l'école. Donc, il est possible tout à fait de faire des points en classe directement avec ces élèves-là pour recueillir leurs idées en amont et ensuite échanger lors du comité de pilotage les idées des élèves recueillis en classe et les tenir au courant des avancées en classe une fois que la réunion a eu lieu. Au niveau du calendrier qu'on vous conseille pour les réunions de pilotage, alors l'idéal, donc là c'est vraiment pour ça qu'on a dit que c'est indicatif, c'est de pouvoir avoir 4 réunions dans l'année. Évidemment, ça va pouvoir être modulé selon les disponibilités de chacun et de chacune. Et il est également possible de proposer à des personnes de participer plutôt à telle ou telle réunion selon les besoins que vous avez identifiés. Donc, on vous conseille une première réunion d'éco-comité entre septembre et octobre pour pouvoir vraiment lancer votre projet, choisir là où les thématiques sur lesquelles vous souhaitez travailler de façon prioritaire. Donc, comme je l'ai dit en introduction, on conseille vraiment de choisir une thématique principale de travail dont vous allez pouvoir explorer un maximum d'enjeux sur l'année. Après, si vous avez des intérêts pour plusieurs thématiques, vous pouvez aussi travailler en parallèle sur d'autres thématiques si vous le souhaitez, ce n'est pas du tout impossible. Au niveau de la deuxième réunion, on vous conseille de la faire entre novembre et décembre. Souvent, ça va être la période en plus où vous aurez déjà eu des éco-délégués. Donc là, ça va être le moment où vous allez pouvoir vraiment les faire passer à l'action en leur faisant travailler sur le diagnostic. Donc là, cette réunion, elle peut être soit en amont du diagnostic pour préparer un petit peu les enquêtes que vous voulez mener avec les élèves, ou alors ça peut être en aval du diagnostic pour faire un petit peu la restitution de ce qui a été identifié pendant les enquêtes et préparer le plan d'action, le choix des différentes actions que vous voulez mettre en œuvre. On vous conseille également une troisième réunion en général après les vacances de février pour faire un petit peu le point à mi-parcours de ce qui a été déjà mis en place, de ce que vous avez encore à mettre en place ensuite. Dans une perspective de demande de labellisation, c'est aussi la bonne période
pour faire un petit peu le point sur le remplissage de votre tableau de bord, pour voir un petit peu ce qui manque, ce qu'il y a à compléter, etc. Et enfin, on vous conseille une dernière réunion à la fin de l'année scolaire, donc entre mai et juin. Ça peut être une réunion qui peut être adossée à une autre réunion, par exemple d'établissement. Et là, ça vous permet de clôturer le projet actuel, de faire le bilan de ce qui a été mené, de choisir les actions qui ont bien fonctionné, de pouvoir les reconduire l'année suivante. Au contraire, les éléments qui ont moins bien fonctionné, de pouvoir apporter des modifications ou même d'abandonner peut-être certaines actions qui vous paraissent moins pertinentes. Faire un bilan sur la démarche dans sa globalité. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour mobiliser les élèves, pour mobiliser vos collègues enseignants? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dès la rentrée prochaine pour pouvoir les mobiliser au plus tôt, etc., etc. Si vous voulez, dans un premier temps, en termes de bonnes pratiques, on va avant tout donc voir la constitution du COPIL et la mobilisation de ses membres. Alors, on va dans un premier temps pouvoir inviter les personnes qui sont vraiment considérées comme clés en fonction des sujets traités et notamment des thématiques traitées et bien leur expliquer en amont pourquoi leur présence elle est importante et quel rôle elles vont jouer dans le pilotage, en particulier donc pour les partenaires. On peut imaginer en effet peut-être des associations ou des entreprises qui ont vraiment une expertise sur une thématique, mais aussi pourquoi pas imaginer tout simplement le personnel de cuisine pour voilà, une implication dans un projet sur l'alimentation ou le personnel technique ou d'entretien pour voilà, tout ce qui est la question du recyclage, du tri des déchets, etc. Ensuite, organiser des réunions en sous-groupe. Si jamais il est impossible de réunir tous les membres sur un même créneau, on sait que ça, c'est un des freins principaux qui remonte. Et alternativement, pouvoir proposer de participer en visioconférence si besoin, dans le sens où il est forcément conseillé de pouvoir se réunir en présentiel, mais s'assurer qu'au moins là où les bonnes personnes qui sont à distance puissent participer au COPIL. Le deuxième aspect qui nous paraît important aussi de vous partager, ce sont des bonnes pratiques qui sont relatives à l'organisation même du comité de pilotage. Et donc, nous, ce qu'on vous recommande avant la réunion, c'est de bien planifier votre réunion à l'avance en invitant les membres de votre comité de pilotage en amont. N'hésitez pas à planifier toutes vos réunions pour l'année en amont, quitte à pouvoir les modifier si jamais il y a un imprévu. Mais comme ça permet aux personnes qui sont impliquées d'avoir une bonne visibilité, de bloquer leurs dates déjà à l'avance et d'être au courant de la régularité des différentes réunions. On vous conseille également de rédiger et de communiquer un ordre du jour en amont. Cet ordre du jour peut être également un ordre du jour partagé et collaboratif qui permet aux personnes impliquées de venir compléter les éléments qu'ils veulent aborder pendant la réunion. Vous pouvez adosser cette réunion, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à une autre réunion de votre établissement scolaire. Donc, ça peut être un conseil d'établissement, une réunion de votre CESCE, une réunion du CVL, selon les établissements dans lesquels vous travaillez. Pendant la réunion, en début de réunion, de bien rappeler l'ordre du jour pour que chacun puisse savoir où il en est pendant la réunion, de rappeler qui va parler, qui va présenter quel point, le cas échéant, s'il y a différentes personnes qui prennent la parole. Pensez à prendre des notes et respecter le timing, bien récapituler les décisions qui ont été prises, les choses qui sont à faire, qui doit les faire, etc. d'ici la prochaine réunion. Et si jamais ça n'a pas encore été fait, fixer ensemble la date de la prochaine réunion. À l'issue de la réunion, de communiquer le compte-rendu des notes qui ont été prises, à la fois aux personnes qui étaient présentes, mais également aux personnes qui n'ont pas pu venir à la réunion pour qu'elles continuent à se sentir impliquées dans le projet, avec, comme je disais, une liste de tâches et les personnes qui doivent s'en charger. On vous conseille également de bien définir le rôle de chacun et de chacune, impliquer les personnes dans la réunion de façon un petit peu tournante, par exemple, dire voilà, telle réunion, c'est telle personne qui va être chargée de prendre les notes, la prochaine fois, ce sera telle autre personne qui le fera, de désigner quelqu'un qui va être un petit peu chargé de faire respecter le timing et de surveiller qu'on aura bien le temps d'aborder tous les points
ou, si besoin, d'abréger un petit peu certains points, une personne qui va être chargée d'envoyer les invitations, notamment les invitations pour des personnes qui sont invitées de façon ponctuelle. Donc, par exemple, ben voilà, c'est telle personne qui va aller contacter telle association qui pourra nous donner un éclairage sur la thématique déchets, comme je disais tout à l'heure, ou alors de contacter le maire qui pourra venir apporter un éclairage sur les financements qui sont disponibles, etc. Pendant la réunion également, pour pouvoir maintenir un petit peu l'intérêt, la mobilisation de chacun et rendre les réunions plus participatives, on vous conseille d'utiliser des types d'animation un petit peu ludiques. Le site internet communagir.org notamment propose des outils d'animation qui sont très intéressants pour animer des réunions et des temps d'intelligence collective. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous faites des réunions pour prendre des décisions sur, par exemple, le choix des actions, plutôt que de procéder uniquement par des votes à main levée ou des prises de parole un petit peu désordonnées, où souvent, ce qui va se reproduire, c'est que les mêmes personnes vont prendre la parole et les personnes qui sont un petit peu plus timides vont peut-être moins pouvoir défendre leurs idées, de pouvoir faire des activités, par exemple avec des post-it, des tableaux collaboratifs, etc., qui permettent à tout le monde de pouvoir s'assurer que sa parole est entendue, et notamment les élèves qui peuvent être aussi un petit peu plus intimidés s'ils sont entourés d'adultes et avoir moins la volonté de défendre les idées qu'ils veulent proposer. N'oubliez pas aussi, en début de réunion, de définir des règles de prise de parole et de les rappeler, si besoin, au début de chaque réunion. Des règles vraiment de communication non violente assez classiques, de ne pas se couper la parole, de bien lever la main pour s'exprimer, d'utiliser des signes de communication non verbale pour faire comprendre, par exemple, qu'il faut un petit peu accélérer parce qu'on n'a plus trop le temps, au contraire de prendre un petit temps mort si on a besoin de faire une pause, etc. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ces différents gestes d'animation de réunion qui peuvent vraiment aider à fluidifier les échanges et s'assurer qu'il n'y ait pas de frustration qui puisse être générée chez des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer quand elles le souhaitent. On vous conseille également de prévoir des moments conviviaux avant ou après les réunions. Donc, s'il y a des élèves présents, ça peut être organiser un petit goûter. Si les élèves ne sont pas là, ça peut être un petit apéritif, voilà, pour venir faire de ce temps d'échange quelque chose aussi de sympa, où les gens ont envie de venir et anticipent un moment aussi convivial. Et ça permet aussi de renforcer les liens entre les différents membres du comité. Et enfin, je l'ai dit tout à l'heure, ne pas laisser la réunion s'éterniser, ne pas hésiter à inviter les personnes aussi à des moments clés de la réunion, leur dire, voilà, la réunion commence à 18h, mais tu peux te connecter ou tu peux venir seulement à partir de 19h parce que avant on parlera de points qui ne concernent pas forcément, etc. Et ensuite, en termes d'implication des élèves, donc ça peut être super intéressant de former les élèves donc à leur rôle, soit d'éco-délégués ou d'éco-volontaires, pardon. Et pour ce faire, il existe énormément de ressources disponibles sur Internet pour pouvoir les former, donc soit par des adultes ou aussi faire la formation d'éco-délégués de pair à pair. Ensuite, d'organiser des temps dédiés, donc pourquoi pas créer un club de développement durable, un club environnement, avec cette habitude de se retrouver une fois par semaine sur ces temps dédiés. Ensuite, s'assurer que les élèves puissent s'exprimer. Donc là, c'est bien l'idée qu'ils soient comme conscients que leur voix compte autant que celle d'un adulte, qui sont écoutés et que tout est discuté dans l'ordre du faisable et du réalisable, mais qu'en tout cas, même si par exemple l'élève est un petit peu plus timide, lui proposer de s'exprimer, notamment lors d'une activité un peu post-it ou paperboard, en utilisant des biais qui font qu'ils n'ont pas forcément besoin de prendre la parole devant un groupe d'élèves, ce qui peut un petit peu effrayer les élèves et ne pas leur donner envie de participer alors qu'ils ont vraiment la capacité d'exprimer des idées super intéressantes pour le projet. Le programme Éco-École peut être finalisé avec l'obtention d'un label. Pour rappel, le label Éco-École est divisé en 4 niveaux différents pour pouvoir apprécier la progression de la démarche au fil des années. Donc, le label va du niveau bronze
au niveau platine. Et là, on vous propose de vous présenter les critères de labellisation des niveaux bronze et argent sur le point du pilotage, qui vous permettent en fait d'un petit peu mieux savoir ce qui est attendu selon le niveau que vous visez. Donc au niveau bronze, on va attendre qu'il y ait au moins 2 réunions qui aient lieu dans l'année. Donc idéalement, une réunion en début d'année pour lancer le projet et une réunion en fin d'année pour faire le bilan. Le comité de pilotage doit être composé de plusieurs personnes de l'établissement scolaire. Donc ça, c'est assez important parce que le projet éco-école ne peut pas être un projet de classe. Il faut vraiment que ce soit un projet d'établissement. Donc, ça ne peut pas être un seul enseignant qui porte le projet. Il faut qu'il y ait au moins 2 enseignants ou un personnel de direction, un enseignant, etc. Et il faut également que des élèves soient présents dans ce comité de pilotage et qu'ils soient présents lors des réunions. Au niveau argent, le critère augmente un petit peu. Là, on va demander qu'il y ait 3 réunions dans l'année. Donc, idéalement, une réunion en début d'année, une réunion un petit peu pour faire un point d'étape et une réunion bilan à la fin de l'année. Et là, au niveau de la composition, on va demander qu'il y ait plusieurs catégories différentes de personnel au sein de l'établissement, qu'il y ait plusieurs élèves et qu'il y ait au moins un partenaire extérieur qui fasse partie également du comité de pilotage et qui participe aux réunions. Donc, ce qu'on entend par partenaire extérieur, ça peut être un parent d'élève, une personne d'une association locale, une personne d'une collectivité territoriale, etc. Sur votre espace établissement numérique, il faudra que vous renseigniez les membres qui composent votre éco-comité, les dates des réunions qui ont eu lieu. Vous pouvez également renseigner à l'avance les dates des réunions qui auront lieu plus tard. Et ça, c'est important à savoir, notamment si vous avez prévu des réunions qui auront lieu après la date du dépôt de labellisation, vous pouvez les renseigner à l'avance. Et en plus de ça, dès le niveau bronze, on va vous demander de joindre au moins un compte-rendu de réunion. Et ensuite, pour clôturer ce webinaire, on vous propose aussi les outils qu'on a dans notre boîte à outils sur les espaces établissements de tous nos établissements scolaires inscrits au programme concernant le pilotage de l'éco-comité. Donc, vous avez une fiche qui est méthodologique pour vraiment vous accompagner dans l'organisation et l'animation de ce comité de pilotage, sachant que cette fiche, elle est déclinable donc sur les 3 niveaux maternels, élémentaire et secondaire, puisque, comme on disait un petit peu auparavant, l'implication des élèves ou la façon de faire ne va pas forcément être pareille. Et ensuite, une fiche outil qui est là, le compte-rendu de l'éco-comité, qui est en fait une fiche prête à l'emploi que vous pouvez utiliser pour pouvoir garder vraiment une trace de ce qui a été discuté en ordre du jour, les décisions prises, qui était présent, etc., pour vraiment vous aider dans votre historique du projet. Et ensuite, il y a aussi notamment un outil bilan annuel qui peut vraiment être très intéressant pour le pilotage parce que il s'agit donc évidemment d'organiser et de lancer ces éco-comités tout au long de l'année, mais le fait de clôturer aussi son année et notamment de faire un bilan pourrait être très intéressant dans vos outils pour votre projet.